Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux à ce jeudi du MoCo Panacée, organisé par le MoCo en partenariat avec le Midi Libre. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Éric Vattier pour cette deuxième conférence du cycle conçu expressément pour nous, 5 idées reçues sur l'art contemporain. Et je passe tout de suite la parole à Éric Vattier pour cette deuxième conférence. Plus c'est facile, plus c'est beau. Merci. Alors, plus c'est facile, plus c'est beau, évidemment, c'est pas une évidence. C'est-à-dire qu'en général, quand on dit qu'une chose est trop facile ou c'est facile, etc., c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que ça veut dire que voilà, c'est pas comme il faudrait. Alors d'où vient cette phrase? En fait, cette phrase vient d'une interview qui a été donnée par un artiste qui s'appelle Gilles J. Volman, qui a été publiée dans un catalogue, une exposition qui s'appelait Hors Limite au Centre Pompidou en 1995. Et évidemment, cette phrase, elle pose problème. Alors, pour essayer d'illustrer cette phrase, je vais revenir, parce que j'ai un peu expédié ça la dernière fois, je vais revenir sur un cas évidemment intéressant. Alors ça, c'est le portrait de Volman. Je vais revenir sur le cas de Richard Muth. Richard Muth, donc vous le savez, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit le mois dernier, donc Marcel Duchamp, qui envoie, sous le pseudonyme de Richard Muth, sa légendaire fontaine, à l'exposition The Big Show, qui a été organisée donc par la Société des artistes indépendants, qui est une association dont Marcel Duchamp fait partie, qui est une association qui a pour but de monter une grosse exposition dont l'idée est qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de jury, que tout le monde est aimé, etc. Donc, on va revenir un peu sur cette histoire-là parce que j'étais un peu vite la dernière fois. Alors, effectivement, du point de vue de la facilité, prendre une fontaine dans le commerce, enfin une fontaine, prendre un urinoir, acheter un urinoir dans le commerce, c'est pas très compliqué, il suffit d'avoir les sous. Et puis après, effectivement, l'exposer, pourquoi pas. Mais visiblement, c'est là que ça coince. Alors déjà, c'est peut-être pas facile à imaginer. C'est-à-dire imaginer un objet comme ça qui puisse devenir un objet d'art, il faut déjà avoir un peu fait d'autres choses avant. Donc ça tombe bien, parce que Marcel Duchamp, c'est pas vraiment son premier ready-made. Et quand il l'envoie, eh ben, l'histoire nous prouve que en fait, ça n'a pas été facile à recevoir. Alors, j'ai pas assez incité la dernière fois sur le fait que Marcel Duchamp était un redoutable joueur d'échecs, c'est même un professionnel, et que donc cette fontaine qu'il envoie, il l'envoie pas, c'est un premier coup, c'est comme aux échecs. Et il va y avoir d'autres coups après, et visiblement, Marcel Duchamp les a un peu anticipés. Donc quand il joue ce premier coup, il pense bien qu'il va y avoir une réaction. Il le sent d'autant bien que le choix de l'objet qu'il a fait, c'est pas un choix véritablement anodin. C'est pas un objet neutre. En principe, si on en croit la définition que Duchamp donnera lui-même du ready-made plus tard, en principe, on doit avoir une espèce d'indifférence esthétique par rapport au ready-made. Là, c'est difficile d'être indifférent par rapport à un tel objet. C'est un peu redoutant, c'est un peu... voilà, les gens après ils vont trouver ça vraiment vulgaire. Enfin voilà, donc c'est un objet qui pose un problème. Donc à mon avis, Duchamp il le prend pour ça. Et il le prend pour ça. Et donc effectivement, il passe ce qui doit se passer, c'est que ses petits amis qui devaient tout accepter refusent l'urinoir en tant que sculpture. Et donc Duchamp démissionne. Et après, surtout, ce qu'il va imaginer, c'est un coup génial. Donc il va imaginer une revue qui s'appelle The Blind Man. Donc là, vous avez le numéro 1 avec le dessin dessus qui est absolument magnifique. Donc c'est un aveugle qui visite une exposition et il y a un tableau qui lui fait un pied de nez. À mon avis, c'est une espèce d'autoportrait de Marcel Duchamp, celui qui fait le pied de nez. Et donc, ce numéro 1, il n'a pas beaucoup de fonctions, à part ce qui est dans le pied de la page, qui est qu'il appelle à des contributeurs pour écrire dans le numéro 2. Ce qui veut dire que n'importe qui peut écrire dans le numéro 2, et donc il peut y avoir des articles sur tout. Et entre autres, t'es allé trop loin. Un article qui est celui-là, où il y aura la défense de Richard Muth. Alors, si on regarde l'article, qu'est-ce qui n'est pas admissible? Enfin, l'article est une réponse directe à la Société des artistes indépendants, dont faisait partie Marcel Duchamp avant de démissionner, parce que ça a été le premier truc qu'il a fait quand même. Donc, la Société des artistes indépendants, qu'est-ce qui est inadmissible? C'est que c'est un objet immoral et vulgaire. C'est marqué là. Tac, tac. Immoral and vulgar. Et qu'il l'accuse de plagiat. Alors, bon, je pense que le mot est très mal choisi parce que ce n'est pas du tout un plagiat. C'est-à-dire qu'un plagiat, pour qu'il fasse un plagiat, on y reviendra dans plusieurs mois quand vous verrez la conférence en novembre qui s'appelle « Il faut rendre à César ce qui est à César ». Mais donc, ce n'est pas un plagiat du tout puisque en fait, c'est un véritable urinoir.
Ce n'est pas une copie qui essaye de se faire passer pour autre chose, c'est un véritable urinoir. Et c'est sans doute ça qui est le plus inadmissible pour les gens de la Société des artistes indépendants, c'est qu'en fait, il y a tout ce qui, en principe, est censé faire qu'on peut estimer une œuvre, a absolument disparu. C'est-à-dire la conformité au bon goût. Bon, ça peut se discuter, hein, qu'il faut être conforme au bon goût. Mais surtout, en fait, il n'y a pas de talent. Et pire, à mon avis, il n'y a pas de travail. Donc, cette espèce de canular de Richard Mote, il est très mal pris par la Société des artistes indépendants, et c'est donc vraiment inadmissible pour eux. Mais on va revenir donc à ce bon vieux Waldman, dans cette fameuse interview qu'il donne à Michel Giroux. Alors, lui, il est clair sur le fait qu'il ne sait pas faire. Je vous dis, donc dans la citation, une des citations de cette interview, « Je ne suis pas peintre, où on l'entend habituellement, celui qui sait dessiner un cheval ». Donc le peintre, c'est celui qui dessine un cheval, certes. Waldman, il ne sait pas faire un cheval. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Waldman? Il fait ce qu'il appelle de l'art scotch. Alors l'art scotch, c'est entre autres choses une des activités de Waldman. Ça consiste à faire un geste assez simple techniquement, qui n'est pas si simple que ça, qui consiste en fait à aller faire des décollages de textes ou de photos dans des journaux, dans des quotidiens, et d'arriver à retirer la colle du scotch et à la recoller sur un support pour avoir cette espèce de collage, puisque c'est quand même un collage. Je vous dis ce que Waldman en dit. Plus le matériel est banal, déchu de ses droits, plus il m'excite, plus c'est facile, plus c'est beau. Elle est là, la phrase de Waldman. Et il continue. Je pense que tout le monde pourrait être artiste à condition de résoudre un problème fondamental, celui d'une société où l'homme est exploité par l'homme. Dès l'instant où l'on crée, on a des joies absolument interdites à l'ouvrier qui, dans sa situation telle qu'elle est, peut difficilement imaginer qu'il y a autre chose. Là, je vous renvoie à la conférence du mois dernier. Et un peu plus loin, il a cette phrase incroyable qui résout d'une certaine façon le problème social qu'il pose. L'art scotch, alors là c'est moi qui résume. L'art scotch, donc, c'est une façon de coller à la réalité, d'y coller tellement près que seul un artiste pourra la détacher. Vous prenez des nouvelles fraîches, vous appliquez un adhésif, vous arrachez, la suite n'est qu'une question de génie. Le génie, c'est ce que nous avons tous quand nous refusons de faire mieux pour faire autre chose. Quand nous refusons d'avoir seulement du talent. Alors le talent, pour Waldman, on voit bien c'est un cran en dessous. C'est seulement du talent. Dans ce seulement de Waldman, on sent bien qu'il y a comme un espèce de défaut par rapport au génie. Le génie étant, je vous renvoie à la conférence de la dernière fois, celui qui invente vraiment autre chose, qui fait vraiment autre chose que ce qu'on attend de lui, autre chose que ce que tous les autres ont fait, autre chose que lui-même sait déjà faire, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on a dit le mois dernier. Donc pour Waldman, c'est clair. Par contre, et c'est là que c'est absolument nouveau, révolutionnaire, vous prenez le mot que vous voulez, c'est que nous avons tous du génie. Il nous suffit juste de vouloir. En l'occurrence, de vouloir et surtout de refuser. Et entre autres, de refuser le talent. Parce que pour Waldman, il n'est pas le seul, on va le voir, le talent, c'est presque un frein. En tout cas, c'est une espèce de frein au génie. Donc si on veut se libérer et atteindre ce que Waldman appelle le génie, il faut absolument se libérer du talent. Alors celui qui le prouve le mieux... Hop, non, oui, non, je ne vois pas. Non. On va changer de zapette. Non, ça fait absolument rien. Alors aujourd'hui, c'est catastrophique. Hop, non. Au secours. Ça y est, je vais. Celui qui prouve que le talent empêche de faire autre chose, c'est Robert Filliou, que je vous ai montré au tout début de la conférence du mois dernier. Pour lui, donc Robert Filliou se définit lui-même comme un génie sans talent. Génial. Pour Filliou, c'est clair, en fait, l'art n'a rien à voir avec le talent. Elle n'a rien à faire du savoir-faire, du métier, de la profession, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui lui permet de dire ça à Filliou? D'abord, Filliou n'a pas de formation artistique. Aucune, mais vraiment pas du tout. Filliou est né à Sauve le 17 janvier 1926. Il est mort aux Hésites Taillac en décembre 1987. Il va au lycée à Alès. On est dans les années 40, en pleine guerre. En 1943,
il a 17 ans. Il adhère au Parti communiste, il est résistant dans les FTP sous le nom de Job. La guerre se termine, il part aux États-Unis parce qu'en fait il cherche son père qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a pas connu, parce que son père était une espèce d'aventurier qui est donc parti aux États-Unis très très vite, une fois que Filiou était né. Et donc pour gagner sa vie, il est manœuvre chez Coca-Cola jusqu'en 1948, et pendant ce temps-là, il fait des études d'économie. Il passe son master d'économie à Los Angeles, à la célèbre UCLA. Et en 1948, il renonce au communisme, il devient pacifiste et surtout, il est missionné en Asie. Il est missionné par l'ONU. En fait, il est fonctionnaire de l'ONU. Et je vous dis tout ça parce que c'est important. Il est fonctionnaire de l'ONU en Corée. Ah, tiens, c'est revenu. Hop. Et il est fonctionnaire, donc, et il rédige avec Robert Nathan un plan, le plan quinquennal en fait, de reconstruction et de développement de la Corée, rien que ça. Et surtout, il démissionne en 1954 parce qu'il pense que tout ça n'a strictement pas d'efficacité, pas d'utilité, pas d'intérêt, etc. Et il part à ce moment-là en voyage. Alors, il est entre le vagabond, le beatnik, le clodo, et donc il va en Égypte, il va en Espagne. Et puis en 1957, il arrive à Copenhague, il rencontre sa future épouse, qui s'appelle Marianne Staffel, et puis il commence à écrire du théâtre, et puis il va à Paris, et puis il fait un peu d'économie, et puis il fait toujours d'autres métiers de toute façon qu'artiste, parce qu'artiste, ce n'est pas un métier, encore moins un poète. Et à l'époque, il se présente justement comme poète. Et il écrit du théâtre, et il commence, on est en 60-61, il commence ses premiers travaux plastiques. Tac. Hop. Dont un des premiers est celui-là, qui s'appelle L'homme est solitaire. L'homme est solitaire, en fait, c'est un poème. C'est ce qu'il appelle les longs poèmes courts à terminer chez soi. Alors, on peut s'amuser à le faire ensemble, si vous voulez. Donc là, c'est très, très court. Le principe, c'est de prendre un animal, donc la chèvre. La chèvre est solitaire, l'escargot est solitaire. Et après, on peut continuer. Le requin est solitaire, la mouche est solitaire, le ver de terre est solitaire, l'oiseau lyre est solitaire. Après, vous pouvez continuer si vous voulez. L'essentiel, c'est d'en dire autant qu'on veut et de terminer le poème par « L'homme est solitaire ». Alors, dans cette façon qu'il a d'utiliser de la non-technique, ou très très peu de technique, hein, des petites plaques en contreplaqué ou en bois naturel, des petits crochets, des objets trouvés, collés, des morceaux tapés à la machine et collés, un peu de guingois, un peu pas fait du tout avec application, ou très peu. C'est vraiment une stratégie de faiblesse, absolument volontaire. Et le plus dur pour Filiou, c'est de ne pas progresser, de ne surtout pas faire de progrès, de rester toute sa vie un amateur, c'est-à-dire celui qui ne sait pas bien faire, mais aussi celui qui aime, et de se méfier beaucoup du savoir-faire et du talent. Parce que le savoir-faire et le talent, c'est fait pour impressionner. C'est fait pour impressionner l'autre, pour lui en mettre plein la vue. Ça peut être nul, c'est pas grave, si c'est bien fait, ça passe. Donc, Filiou, il aime beaucoup les choses mal faites. Donc là, par exemple, 1962, un poème mal fait, de 22 choses. Vous pouvez les compter, il y en a 22. Et il dit ceci. « Depuis toujours, je sais que je ne sais pas. Ça, c'est un niveau sur lequel on peut communiquer très facilement. Moi, j'ai choisi la carrière artistique, par exemple, parce que je ne veux pas avoir raison. Je ne veux pas avoir l'air d'avoir raison. C'est une chose que j'aime, cette liberté dans l'art, que ça n'est pas la peine d'avoir raison à notre niveau. » Ça, c'est assez génial, parce que si les gens comme Cézanne prétendent que l'artiste doit la vérité en peinture, Filiou, lui, il dit pas le contraire. Mais en tout cas, il dit un truc qui n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas son problème, parce que on n'attend pas de l'artiste qu'il ait raison. On attend peut-être qu'il s'exprime, peut-être qu'il dise quelque chose, peut-être qu'il ne dise rien, mais en tout cas, on n'attend pas qu'il ait forcément raison. Cette histoire de mal fait, ça va devenir assez systématique chez Filiou. Donc là, par exemple, c'est un gag, hein, parce que Filiou, c'est quand même un mec rigolo. C'est Dieu, mal fait. Parce qu'en fait, ça ne se voit pas très bien sur la photo, mais c'est un miroir. Et donc, comme Dieu nous a fait à son image, si on se regarde dans un miroir, on a quand même une image de Dieu, mais plutôt mal faite, parce qu'on n'est quand même pas Dieu. Donc, voilà, c'est forcément mal fait. Et on est très, très, très mal fait par rapport à Dieu. Enfin, je suppose, parce que moi, Dieu, je ne sais pas trop ce que c'est.
Mais en tout cas, cette incompétence, c'est ce qui nous permet absolument d'être, selon Filiou, d'être absolument libre, si on accepte d'être incompétent. Alors, il y a un petit détail là, hop, en haut là, qu'on voit très très mal, mais que je vais vous montrer beaucoup mieux, qui est un tampon, hop, qui est ce tampon-là, qui s'appelle le principe d'équivalence générale, qui est que donc, et je pense que c'est absolument incontestable du strict point de vue de la logique ou de la physique ou de ce que vous voulez, c'est qu'une chose, n'importe quoi dans le monde, ben c'est soit bien fait, soit mal fait, soit pas fait. Et que donc, partant de là, ces trois états, ces trois possibilités, pour Filiou, elles sont équivalentes. Et que donc, il est absolument nécessaire de les considérer toutes les trois comme équivalentes, c'est-à-dire de se libérer du fait qu'une chose doit être absolument bien faite. Si elle est mal faite, pas très grave, et si elle n'est pas faite, c'est pas grave non plus. On n'en mourra pas. Et pour Filius, c'est important de tout considérer, y compris donc ce qui est mal fait, de guingois, de travers, etc., etc. Je vous dis son truc. Ce que je dois partager avec tout le monde, c'est le truc de la création permanente. Alors pour lui, c'est clair, l'art, ce n'est pas une histoire de professionnels, ce n'est pas une histoire d'experts, de gens qui savent et de gens qui ne savent pas. Au contraire, c'est l'affaire de tout le monde, y compris donc de ceux qui font mal et même de ceux qui font pas du tout. Je continue la citation. Un jour, l'art devra retourner vers ceux à qui il appartient, l'humanité tout entière, les enfants, les femmes et les hommes. Moi, c'est clair, il n'a oublié personne. Et il faut que ça se sache. Donc, il faut que ça se sache. Et donc, bon, d'abord, il ouvre une boutique, il fait faillite, évidemment. Donc, après, il ouvre une non-école. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le genre de truc qu'on peut apprendre dans une école, le fait de mal faire ou de ne pas faire. Donc, il ouvre une non-école à Villefranche-sur-Mer. Et donc, c'est la suite de la CDI qui est souris, qui était le nom de la boutique qu'ils avaient avec Georges Brecht, qui était une boutique où on vendait des objets qui avaient des CDI ou pas de CDI. Et donc, l'école de la CDI qui est une école de l'incompétence. C'est écrit sur la carte. Elle est conçue à toute fin utile et inutile à la CDI qui sourit, et sans échange insouciant d'informations et d'expérience, ni élève, ni maître, forcément. Parfaite licence, parfois parler, parfois se taire. Donc, on l'a compris, pour Filiou, une chose peut être indifféremment bien faite, mal faite ou pas faite. Mais ça, il faut le prouver. Un plasticien, en général, c'est bien prouver ce qu'il dit, pas en le disant, parce que ça, les philosophes font ça beaucoup mieux que lui, mais en fabriquant des trucs, en faisant des choses, ou en ne les faisant pas. Donc, la façon que Filiou va utiliser pour faire cette démonstration, qu'une chose peut être bien faite, mal faite ou pas faite, ça va être de coller une petite chaussette rouge dans une boîte en bois. Alors, ah, tiens, ça a déjà avancé? Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, il s'agit de coller une petite chaussette, elle est rouge. Hein, c'est du noir et blanc, donc bien dans une boîte en bois. Donc là, c'est une petite chaussette de bébé rouge, elle est collée dans une boîte en bois, c'est bien fait. Là, c'est mal fait parce qu'ils ont mis la chaussette à l'envers. Et là, ils n'ont même pas mis la chaussette. Donc, c'est pas fait. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça veut dire aussi qu'inconsciemment, ou par l'habitus, ou par l'habitude, ça dépend le mot qu'on veut utiliser, mais l'habitude, c'est bien parce que c'est Bourdieu, ce dont on doit se libérer, c'est ça. C'est la chaussette, celle-là. Là. Qu'il n'y ait que celle-là. Il faut qu'il y ait les deux autres qui existent. Sinon, esthétiquement, c'est naze. Enfin, ça, c'est vraiment la philosophie orientale. Hein. Je vous rappelle que donc, Filiou a beaucoup voyagé en Asie. Donc, il faut que ce soit mal fait. Donc, inconsciemment, on pense qu'une chaussette bien collée dans une boîte, une chaussette rouge, elle est de la taille de la boîte, elle rentre dans la boîte, elle est mise à l'endroit, elle est bien collée. Bon, là, c'est mal fait, et là, c'est pas fait. Bon, ça, c'est un niveau que tout le monde peut comprendre. Okay, ça va? Jusque-là, c'est bon? Mais ça, c'est une démonstration qui est bien faite. La démonstration est bien faite. Donc là, on a la démonstration qui est bien faite. C'est la même qu'à côté. Et là, c'est la démonstration, elle est mal faite. Les boîtes sont mal collées, celle-là, c'est n'importe quoi. Et puis là, c'est pas fait. Donc ça, c'est la démonstration de la démonstration qui est quand même vachement bien faite. Mais alors, cette démonstration de la démonstration qui est bien faite, qui est refaite ici, on peut aussi mal la faire ou pas la faire du tout. Et puis, si on continue, ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc, ça commence à prendre de la place. Et si on pousse le raisonnement jusqu'à son terme,
nous devons bien admettre que tout ce qui est présent dans l'univers est une chaussette rouge collée dans une petite boîte en bois, plus ou moins bien faite. C'est le principe d'équivalence générale. Et selon Filiou, ce dont on a absolument besoin, c'est avant tout de deux choses. Donc ça, c'est la boîte à outils pour une création permanente numéro 1. C'est l'imagination et l'innocence. Alors Pierre Tillman, qui est un des biographes de Filiou, et aussi un ami de Filiou, Pierre Tillman qui vit à Sète, j'espère que vous connaissez tous Pierre Tillman. Donc Pierre Tillman dit ça de Filiou que je trouve absolument juste. Filiou est né innocent et le demeure. Je cite Tillman. L'innocence, c'est l'absence de préjugés, de calculs, de profit, de stratégie, de volonté de nuire et d'imposer quelque chose. Donc un des buts, vraiment des fondamentaux de Filiou, ça va être ça, de garder cette espèce d'innocence et surtout donc de ne jamais rien imposer à personne. Donc vous pouvez bien faire, mal faire, pas faire, c'est pas grave. Pour Filiou, ce qu'il faut absolument préserver, c'est la spontanéité. Donc pour préserver la spontanéité, Filiou, il a un avantage, selon lui, c'est qu'il n'a pas appris. Il n'est pas allé dans une école d'art. Donc les étudiants en école d'art, écoutez bien, je vous lis la traduction. Alors si vous parlez anglais, vous n'avez pas de problème, vous l'avez traduit tout seul. Moi, je la traduis comme ça. La spontanéité se nourrit du non-savoir. Je ne sais rien. Je ne pourrai jamais faire ce que font ceux qui sont allés dans des écoles d'art. Je doute qu'ils, ceux qui sont allés dans une école d'art, puissent faire ce que je fais. Mon enfant pourrait le faire et il le fait. Et toi ? Point d'interrogation. Donc, c'est clair, pour être libre, il faut absolument se défaire ou arriver à prendre assez de distance ou le mettre dans un coin et s'en foutre de ce qu'on a appris pour retrouver cette spontanéité. Alors, il faut donc retrouver de la spontanéité. Vous avez compris que la maladresse, tout ça, ça fait partie du truc. Et puis aussi, il faut se débarrasser d'un autre truc. Ça, je pense qu'il est d'accord avec son camarade Volman. Il faut se libérer du travail. Et une façon de se libérer du travail, eh ben, c'est très simple. C'est de faire que le travail ne soit pas un travail, mais que ça devienne un jeu. Si le travail devient un jeu, alors effectivement, il n'existe plus en tant que souffrance et on peut enfin s'amuser sans travailler puisqu'on ne travaille plus. Donc il faut aussi se libérer du travail parce que, comme le talent, le travail, ça impressionne. C'est l'effet Tour Eiffel en allumette, pour reprendre une des expressions favorites de Pierre Bellemin, qui doit être quelque part dans la salle. Et donc, cette idée d'avoir beaucoup de travail, de voir le travail, de voir la sueur, enfin, je connais des gens qui trouvent ça dégueulasse, moi par exemple, quand on regarde un objet et de se dire, voilà, il y a du travail, impressionné par le travail, et ben ça aussi, c'est une chose dont il faudrait se libérer. Faire, en fait, c'est essentiellement s'amuser. Moi, par exemple, là, je m'amuse beaucoup. Vous, je ne sais pas, mais... Alors, si nous voulons être libres, c'est encore une citation de Filiou, il y en a beaucoup, comme ça, moi, je travaille moins et lui, il a déjà beaucoup travaillé. Si nous voulons être libres, tous autant que nous sommes, pas seulement certains d'entre nous, nous devons non seulement tolérer, mais accueillir le manque de discipline, la paresse, la spontanéité, la fantaisie et l'improvisation. Alors bien que le manque de discipline, la spontanéité, la fantaisie, tout ça, ça a quand même quelque chose à voir avec ce que les gens appellent la facilité quand on dit que c'est facile. C'est qu'effectivement, on ne fait pas beaucoup d'efforts quand on fait des trucs sans discipline, spontanément, de façon fantaisiste. Ça n'a pas l'air chiant. Ben, pourquoi c'est pas chiant ? Donc le talent, le savoir-faire, ils sont généralement toujours acceptés sans histoire. Alors que la facilité, évidemment, ça a un parfum d'imposture. Alors pourquoi ça a un parfum d'imposture ? Ben, tout simplement, à mon avis, parce que dans la société occidentale, enfin telle qu'on est actuellement, elle est construite justement sur ces valeurs qui sont le travail, le talent, la sueur, les trucs pénibles, etc. Et qu'effectivement, dans la société où on vit, on parle aussi du génie. Mais on ne parle pas du tout du génie comme Filiou ou comme Volman. Quand on parle du génie, enfin quand les gens parlent du génie, c'est que le génie, il est toujours absolument exceptionnel, voire divin, c'est encore mieux. Et le génie tel qu'on nous le vend d'habitude, c'est un mec. Oh, c'est toujours un mec. Hein. Les filles, c'est pas des génies. C'est toujours un mec, il est souvent blanc, il est cis de préférence. Bref, c'est un mec extraordinaire qui a des super pouvoirs, qui travaille comme un dingue pour faire des trucs que personne d'autre ne pourra jamais faire.
C'est peut-être beau, moi j'en sais rien, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Au contraire, si on suit Filiu et Volman, et pas que eux, hein, et puis tout un tas d'autres, le génie, il vaudrait mieux considérer que c'est tout le contraire. Être génial, pour Filiu, pour Volman et pour Mamen, c'est surtout refuser, c'est le mot de Volman, de se soumettre au modèle du bien fait, du mieux fait, du encore mieux fait, du toujours mieux fait, du toujours plus, etc. Parce que toutes les valeurs de ce modèle sont fondamentalement des valeurs d'asservissement. Et donc, si on veut se libérer, si on veut nous libérer, c'est-à-dire pas que les artistes, mais tout le monde, il faut absolument se féliciter que des choses géniales soient en plus faciles à faire et à refaire. C'est donc avec cette idée que j'ai fait la conférence de ce soir, et puis surtout que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait déjà « Plus c'est facile, plus c'est beau », titre que j'avais déjà piqué à Volman. Alors dans ce livre, il s'agit essentiellement de prendre une centaine d'œuvres que j'adore, enfin pas toutes, parce qu'il y a des pièges évidemment, il faut brouiller les pistes, donc des pièces que j'adore en général, mais pas toutes, et de les décrire pour qu'à partir des textes, quelqu'un qui aura envie, quelqu'un qui aimerait ça, qui s'amuserait, pourrait à peu près les refaire un peu approximativement. Alors, on l'a vu le mois dernier, inventer, c'est exceptionnel. Enfin, c'est ce que dit Deleuze, c'est une fête. Donc inventer, c'est toujours une fête. Mais inventer, c'est toujours possible. Par contre, il faut, à mon avis, que toutes ces inventions profitent à tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, le coup de tout le monde peut le refaire, ce qu'on dit en général, là, quand on dit ça, mon gamin peut le faire, mon gamin peut le refaire, j'en fais autant, etc. Ce qui est important dans cette histoire, c'est pas tant faire, machin. Les gens, en général, ce qui déprécient, c'est le coup d'en faire autant ou de refaire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire-là, que peut-être c'est compliqué d'inventer, ça oui, mais refaire, si c'est facile, pourquoi pas. Chanter les Beatles quand on aime les Beatles, ok, refaire une recette de cuisine, même de Michel Bras, si on a envie de manger du Michel Bras ce soir, personne ne vous en empêche. Donc je ne vois pas, tout ça c'est ok, je ne vois pas pourquoi, si on a envie de refaire un Filiu, si on n'en fait pas de commerce, je ne vois pas où est le problème. Donc, avec le texte « Plus c'est facile, plus c'est beau », il s'agissait pour moi de laisser le spectateur, de pouvoir lui laisser la possibilité de devenir un acteur en refaisant des choses, et surtout de célébrer aussi, c'est le sous-titre du livre, c'est « Prolégomène à la plus belle exposition du monde ». Je pense vraiment que c'est la plus belle exposition du monde, en rendant tout ça accessible. Donc, pour terminer la conférence, et avant qu'on passe un peu aux questions, je vais vous lire pas les 100, parce que c'est vraiment trop long, et je pense qu'il n'y aurait plus personne dans la salle, mais une bonne moitié quand même. En espérant que la zapette marche bien, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, une série d'œuvres trop faciles à faire. Fixer une patère par terre pour faire trébucher, c'est facile. Ah, je surveille en plus. Donc, vous me dites quand ça saute. Donc je recommence. Fixer une patère par terre pour faire trébucher, c'est facile. Marcel Duchamp l'a fait et tout le monde peut le refaire. Remplir une salle avec des vieux pneus usagés et laisser le public s'en servir comme bon lui semble, c'est facile. Alan Capro l'a fait et tout le monde peut le refaire. Peindre un mur au rouleau en partant du centre du mur alors qu'on n'a pas assez de peinture pour recouvrir tout le mur, c'est facile. Christophe Cusin l'a fait et tout le monde peut le refaire. Donner comme punition à des étudiants en art l'ordre d'écrire « I will not make any more boring art », je ne ferai plus d'art ennuyeux, c'est facile. John Baldessari l'a fait et tout le monde peut le refaire. Tracer une ligne droite et la suivre, c'est facile. Lamont Chiang l'a fait, Nam June Paik l'a refait et tout le monde peut le refaire. Poser un frigo Brandt sur un coffre-fort Hafner, c'est facile. Bertrand Lavie l'a fait et tout le monde peut le refaire. Écrire le mot exit, c'est facile. George Brecht l'a fait et tout le monde peut le refaire. Disperser 20 000 douilles de cartouches sur le sol, c'est facile. Matthias Feldbacken l'a fait et tout le monde peut le refaire. Monter sur un socle et tirer la langue pendant 1 minute, c'est facile. Erwin Wurm l'a fait et tout le monde peut le refaire.
Faire une ligne droite de 37 briques en les posant par terre, la première brique étant calée contre le bas d'un mur, c'est facile. Carl-André l'a fait et tout le monde peut le refaire. Renverser une tasse d'eau de mer sur un plancher, c'est facile. Laurence Wiener l'a fait et tout le monde peut le refaire. Mettre 2 projecteurs face à face et les allumer, c'est facile. Ange Etchia l'a fait et tout le monde peut le refaire. Faire chromer une toile de 1 mètre par 1 mètre pour faire un monochrome, c'est facile. Christian Robert Tissot l'a fait et tout le monde peut le refaire. Pendant des jours et des nuits, par petites poignées, recouvrir la totalité d'une simèse avec de l'argile, la laisser sécher, s'écailler, puis tomber, c'est long, mais c'est facile. Marie Ponchelet l'a fait et tout le monde peut le refaire. Coller une petite chaussette rouge sur le fond d'une boîte en bois, c'est facile. Robert Filiou l'a bien fait, mal fait, pas fait, et tout le monde peut le refaire bien, mal ou pas du tout. Suivre à 10 cm du bord le périmètre d'un mur avec du graphite noir et une règle, c'est facile. Blinky Palermo l'a fait et tout le monde peut le refaire. Peindre des toiles standards du commerce de la même couleur que le mur sur lequel elles sont accrochées, c'est facile. Claude Ruteau l'a fait et tout le monde peut le refaire. Faire une pile de feuilles blanches, c'est facile. Giulio Paolini l'a fait et tout le monde peut le refaire. Tendre un fil sur un mur, du coin en bas à gauche, au milieu en haut, puis en coin en bas à droite, c'est facile. Robert Barry l'a fait et tout le monde peut le refaire. Projeter au socle un cercle de lumière avec un projecteur, c'est facile. David Lamelas l'a fait et tout le monde peut le refaire. Remplir une salle avec du brouillard artificiel jusqu'à ce qu'on n'y voit pas à 1 mètre, c'est facile. Anne-Véronica Janssens l'a fait et tout le monde peut le refaire. Tendre une feuille de plastique transparent sur un châssis standard, c'est facile. Daniel Dezeuse l'a fait et tout le monde peut le refaire. Biseauter à 45 degrés les 2 petits côtés d'une planche ou d'une poutre et la poser par terre, c'est facile. Richard Nonas l'a fait et tout le monde peut le refaire. Acheter une boîte de crabe, l'ouvrir, la vider, décoller son étiquette et la recoller soigneusement pour qu'elle soit lisible à l'intérieur de la boîte, c'est facile. Genpei Akasegawa l'a fait et tout le monde peut le refaire. Aller quelque chose le plus modestement du monde en pensant à Christo, c'est facile. Ken Friedman l'a fait et tout le monde peut le refaire. Poser une plaque de verre 2,39 m par 1,25 m par 0,4 cm par terre et la poser par-dessus une seconde plaque de verre 1,50 m par 75 cm par 0,4 cm, c'est facile. Kitty Krause l'a fait et tout le monde peut le refaire. Passer des bouts de carton, passer une cordelette par chacun des trous et suspendre le tout à un fil, c'est facile. Patrick Sétour l'a fait et tout le monde peut le refaire. Photocopier une feuille de papier A4 sur un photocopieur Xerox, prendre la photocopier à son tour, prendre la photocopie ainsi obtenue, la refotocopier et répéter l'opération une centaine de fois sans réglage particulier, c'est facile. Yann Byrne l'a fait et tout le monde peut le refaire. Regardez attentivement, n'importe quoi. Je la refais. Plouf. Regardez attentivement 2 ou 3 oranges, c'est facile. Bengtaf Klinberg l'a fait et tout le monde peut le refaire. Planter un clou là où on aurait voulu accrocher une grande toile, c'est facile. Ben l'a fait et tout le monde peut le refaire. Suspendre des petites plumes duveteuses avec un fil, c'est facile. Hans Haak l'a fait et tout le monde peut le refaire. Poser sur un socle blanc une feuille de papier A3 pliée sur laquelle sont écrits les mots « Thank you », merci, c'est facile. Hans-Peter Feldman l'a fait et tout le monde peut le refaire. Sauter dans le vide depuis le premier étage d'un immeuble, ça a l'air facile. Yves Klein l'a fait. Paul McCarthy aurait mieux fait de ne pas le refaire. Bricoler un abri de fortune avec du carton, des planches, du scotch, de la ficelle ou n'importe quoi trouvé dans la rue, c'est facile. Tadashi Kawamata l'a fait et tout le monde peut le refaire. Acheter une toile de store rayée couleur et blanc de la largeur de 8,7 cm, la tendre sur un châssis et peindre les bandes blanches qui bordent la toile avec de la peinture blanche, c'est facile. Daniel Buren l'a fait et tout le monde peut le refaire. Découper ses Nike pour en faire des Nike Air, c'est facile. Eric Van Lieshout l'a fait et tout le monde peut le refaire. Prendre 200 000 magnétites et faire un tas de 2,80 m de diamètre avec une hauteur de 85 cm, c'est facile. Hubert Duprin l'a fait et tout le monde peut le refaire. Maintenir 2 patates au mur en appuyant dessus une grande toile vierge, c'est facile.
Jiri Kovanda l'a fait et tout le monde peut le refaire. Faire des figures géométriques ou des lignes droites avec des miettes de pain pour attirer et ranger les pigeons, c'est facile. Jenny Holzer l'a fait et tout le monde peut le refaire. Fermer un carton, c'est facile. Pour le fermer de 16 façons différentes, il faut réfléchir un peu, mais c'est assez facile. Claude Kloski l'a fait et tout le monde peut le refaire. Prendre 4 toiles, 61 cm par 31 cm chacune, et fixer dessus 4 miroirs de la même taille, c'est facile. Art and Language l'a fait et tout le monde peut le refaire. Remplir un tube en acier 4,20 m par 40 cm avec du coton, c'est facile. Katsuro Yoshida l'a fait et tout le monde peut le refaire. Acheter 19 kg de chocolat Bachi, en faire un tas, laisser les gens se servir et entretenir le tas, c'est facile. Félix González Torres l'a fait et tout le monde peut le refaire. Prendre une boîte en carton carré, la passer entièrement à l'huile et la fixer au mur, c'est facile. Denis Castella l'a fait et tout le monde peut le refaire. S'attribuer ou refaire le travail d'autres artistes sans les citer, c'est facile. Jean-Baptiste Farkas l'a fait et tout le monde peut le refaire. Faire une boule de 25 cm de diamètre avec des élastiques de bureau, c'est facile. Michel François l'a fait et tout le monde peut le refaire. Froisser 600 feuilles de papier blanc 50 cm par 50 cm, en faire un tas, c'est facile. Rainer Rutenbeck l'a fait et tout le monde peut le refaire. Récolter du pollen de noisetier et le saupoudrer soigneusement au sol pour faire un grand carré de 4 mètres de côté, c'est facile. Wolfgang Lag l'a fait et tout le monde peut le refaire. Fixer un tube fluorescent jaune et son boîtier support à 45 degrés sur un mur, c'est facile. Dan Flavin l'a fait et tout le monde peut le refaire. Essayer de faire un trait au marqueur noir tout en haut d'un mur, c'est facile. Suivre juste en dessous et sans le toucher le premier trait avec un marqueur rouge, ça aussi c'est facile. Recommencer l'opération avec un marqueur jaune, puis un marqueur bleu, puis de nouveau un marqueur rouge, puis un jaune, puis un bleu, puis un rouge, puis un jaune, puis un bleu, etc. Jusqu'au bas du mur. C'est fastidieux, mais c'est facile. Seul Lewitt l'a fait et tout le monde peut le refaire. Remplir une salle à la moitié de son volume avec des ballons de baudruche verts, c'est facile. Martin Creed l'a fait et tout le monde peut le refaire. Faire un tas de graisse dans le coin d'un mur, c'est facile. Joseph Beuys l'a fait et tout le monde peut le refaire. Accrocher des blocs de granit le plus haut possible sur le mur pour les alléger, c'est facile. Giovanni Anselmo l'a fait et tout le monde peut le refaire. 15 bouteilles en plastique de formes différentes, enlever les étiquettes et regrouper les bouteilles en les posant au sol, c'est facile. Tony Cragg l'a fait et tout le monde peut le refaire. Poser un bloc de pierre 20 cm par 80 cm par 80 cm sur un bloc de polyuréthane de la même taille avec un Manitou, c'est facile. Didier Vermeerien l'a fait et tout le monde peut le refaire. Prendre une toile vierge ou déjà peinte, la poser par terre et la laisser les gens marcher dessus, c'est facile. Yoko Ono l'a fait et tout le monde peut le refaire. Non. Recouvrir toute la surface d'un mur avec du bleu de maçon, c'est facile. Mel Bochner l'a fait, tout le monde peut le refaire. Envelopper un micro ouvert avec du papier, bien compressé et laisser le son se diffuser pendant 5 minutes, c'est facile. Takehisa Kosugi l'a fait et tout le monde peut le refaire. Remplir une pièce avec des vêtements usagés et éclairer le tout avec des petites lampes de bureau fixées au mur, c'est facile. Christian Boltanski l'a fait et tout le monde peut le refaire. Défoncer un mur à la hache pour écrire le mot audio, la N, c'est facile. Gilberto Osorio l'a fait et tout le monde peut le refaire. Acheter un poster mural. Ah, hop. Alors, Roberto. Acheter un poster mural, un coucher de soleil, une forêt en automne, des cocotiers. Et le coller sur un mur, c'est facile, c'est fait pour ça. Roberto Martinez l'a fait et tout le monde peut le refaire. Ouvrir le sol d'une salle avec des chalumeaux allumés et tous tourner dans la même direction, c'est facile. Yanis Kounelis l'a fait et tout le monde peut le refaire. Organiser un réfectoire avec des tables et des tabourets pour 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 personnes, etc. C'est facile. Mario Mers l'a fait et tout le monde peut le refaire. Prendre une feuille de papier blanc 1,28 m par 1,56 m, la plier en 16, la déplier et la fixer au mur, c'est facile. Franz Gerhard Walter l'a fait et tout le monde peut le refaire.
Retourner un ballon de foot comme un gant et le présenter sur un socle, c'est facile. Pascal Lecoq l'a fait et tout le monde peut le refaire. Laisser une erreur, c'est facile. Ouais, hop, je la refais. Laisser une erreur, c'est facile. André Cadéré l'a fait et tout le monde peut le refaire. Moi, par exemple. Pour l'enregistrement, c'est peut-être mieux avec un micro. Voilà. On va passer aux questions. On va vous faire passer un micro dans les rangs. Est-ce que certains ont des questions? Vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Il y a une question là-bas. Normalement, il est allumé. Oui, oui. Bonjour. Je me présente, je suis étudiante et j'étais particulièrement intéressée par votre conférence parce que cette année, j'ai un projet autour de la laideur à travers l'art contemporain. Et tout simplement par rapport au nom de votre livre, donc Plus c'est facile, plus c'est beau. Vous n'avez pas parlé du coup du paradoxe avec la laideur. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce que plus c'est laid, plus c'est compliqué? Non, je pense que plus c'est con, plus c'est laid. Merci. Il y a d'autres questions? Compliqué, il y a des choses qui sont compliquées, qui sont géniales, parce que le compliqué, c'est pas forcément un défaut. Des fois, on peut pas faire autrement. Et puis, comme disaient nos amis les Shadocks, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Si ça vient de foutre en l'air tout ce que je viens de dire pendant 1 heure. Quelqu'un a une autre question à poser? Pas parce qu'on a commencé en retard. Du coup, on a du rab. Une question? Alors, j'ai quoi que j'aime pas là-dedans? Il n'y a pas grand-chose, je crois. En fait, par rapport au bouquin, le bouquin, il y a 99 exactement descriptions. Il n'y en a pas 100 parce que le bouquin fait 100 pages et il y a une page qui sert pour les avis techniques, pour le colophon en fait. Là, j'ai enlevé toutes les œuvres dont j'avais pas d'image. Parce qu'il y a plein d'œuvres, en fait, j'ai pas d'image parce que c'est des œuvres qui ont été soit pas exposées, soit très peu exposées, ou j'ai pas trouvé d'image, ou j'ai pas le référent visuel. Donc j'ai gardé que celles où j'avais réussi à trouver des images. Non, là, il y en a pas vraiment que j'aime pas. Il y a des artistes des fois que j'aime pas beaucoup dans le tas. Il y en a, je suis pas content, mais c'est pas ma pièce préférée. Par exemple, Mel Bochner, il y a des trucs que j'adore dans Mel Bochner. Bon, le grand mur bleu au bleu de maçon, il est bien. On peut dire qu'il est pas bien, mais c'est pas là ce que je préfère de Mel Bochner, par exemple. Pièce de Kitty Krause aussi, c'est pas la pièce que je préfère de Kitty Krause. Il y a des trucs beaucoup plus marrants avec des ampoules, des systèmes de fonte, etc. Donc c'est pas ma pièce préférée de Kitty Krause, mais bon, j'étais content qu'il y ait Kitty Krause. Matthias Fallbacken, c'est un mec qui m'énerve énormément, mais bon, les pièces de Fallbacken, je les trouve vraiment géniales. Le coup des douilles, là en ce moment, ça prend un peu un espèce de sens un peu raide. Les 20 000 douilles par terre, mais bon, du coup, là, c'est une pièce qui a du sens. Après, il y a des pièces que j'adore de Fallbacken avec des scotch ou ce qu'il fait avec les sangles à camion. Après, il y a des tas de trucs que je trouve naze parce que c'est un peu un faiseur, Fallbacken. Donc, il y en a des faiseurs dans l'art contemporain.
Il y en a pas mal même. Mais voilà, non, il n'y a pas vraiment là dans la sélection de pièces que j'aime pas. Il y a des pièces, je préférais que ça en soit d'autres, mais que j'ai pas mises. Après, il y a des pièces, je me suis beaucoup amusé parce que c'est des pièces qui peuvent ressembler à des pièces d'autres artistes, mais qui ne sont pas celles qu'on attend. Par exemple, le projecteur à découpe de David Lamelas, il fait ça 15 ans avant Michel Verjus, la même pièce. Le Jenny Holzer, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que Jenny Holzer, quand elle était jeune, s'amusait à aligner les pigeons avec des miettes de pain, quoi. C'est pas l'image qu'on a de Jenny Holzer. Et ça m'amuse de mettre cette pièce-là de Jenny Holzer parce qu'en plus, c'est une pièce qu'on connaît plutôt chez un autre artiste qui s'appelle Boris Achour, qui a fait beaucoup de choses avec justement où lui fait des moules en plus en polenta pour aligner les pigeons et bien les ranger. Donc voilà, il y a plein de petits jeux pièce par pièce comme ça. Mais pas vraiment de trucs que j'aime pas. Il y a des trucs, c'est pas voilà. Parce que bon, comme le principe du livre, c'était de prendre des pièces qui avaient l'air, parce qu'il y en a qui sont compliqués quand même à faire. Il y en a, je pense qu'il y a quelques régisseurs dans la salle qui doivent s'arracher les cheveux quand je dis que Giovanni Anselmo, c'est facile d'accrocher des blocs de granit à 15 mètres. Non, c'est pas facile. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc, il y a des pièces que j'ai mises parce qu'elles avaient l'air extrêmement faciles à réaliser. Même si c'est faux, même si c'est pas la meilleure pièce, ou même si c'est pas ce que je préfère. Voilà, parce qu'il fallait... Voilà, on s'était fixé comme objectif avec l'éditeur un certain sens de faire un livre de 100 pages. Donc voilà, il fallait 99 histoires. On a mis 99 histoires. Mais il y a plein d'autres exemples que j'aurais pu mettre et que j'avais pas envie. Voilà, j'aurais pu mettre tout Fluxus. Il y en a déjà beaucoup dans le bouquin. Tout Fluxus, j'adore, donc c'est pas un problème. Bonsoir et merci beaucoup. Pour ceux qui ne pourront pas être là les mois prochains, parce qu'on est de Paris, est-ce que vous pourriez nous donner un avant-goût un peu des 3 autres concepts, ne serait-ce que pour nous donner à réfléchir voilà. Oui, alors, c'est pas le mois prochain, c'est octobre, novembre, décembre. Donc là, c'est pour ça que j'ai un peu tout réécrit. En principe, cette conférence-là, c'est la 3e. Mais comme elle était assez cohérente par rapport à la première, j'ai fait un petit package de 2, là, entre le mois dernier et ce mois-ci. Et donc, les 3 prochaines, je vais vous donner les titres, comme ça. Donc, il y a Ni fait ni à faire, qui est une insulte assez générale quand un truc est mal foutu. Ce que disait beaucoup mon beau-père, par exemple. C'est ni fait ni à faire. Genre, vous avez mis la table, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça va beaucoup causer d'art conceptuel. Celle d'après s'appelle Il faut rendre à César ce qui est à César et à tout le monde ce qui est à tout le monde. Donc, c'est une espèce de détournement de la Bible. Qui est sur la question du droit d'auteur, qui est vraiment moi, une question pour moi fondamentale. Et la dernière s'appelle Pas vu, pas pris, qui parlera plutôt à mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'espace public. De toute façon, elles seront disponibles en visio, puisqu'on a attendu un quart d'heure pour que la visio marche. Donc, on attendra la prochaine fois aussi. Qui est problématique quand même dans ce que tu nous as dit ou présenté, c'est la question du travail, la question du jeu. Parce que voilà, comment on définit le travail, qu'est-ce que c'est que le travail, et on le voit bien aujourd'hui, notamment la réflexion des sociologues sur la question du travail. Est-ce que les gens qui restent à la maison, est-ce qu'ils travaillent ou est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'un travail, c'est un travail salarié? Est-ce que, voilà, quelle est la définition du travail et aussi quelle est la définition du jeu? Si on regarde un petit peu la définition que donnent des gens comme Bataille ou Caillois du jeu, le jeu, c'est une activité qui n'a d'autre but qu'elle-même. Mais en fait, le jeu, si on prend sur un plan anthropologique, le jeu, c'était toujours des joutes. C'est toujours, en fait, l'emporter sur quelqu'un d'autre. Et notamment, en fait, tu le sais par rapport à ces joutes qui sont... Des dons, sur la question des dons, contre-dons, etc. C'est pour ça que j'entends bien ce que tu dis, je trouve ça extrêmement séduisant, mais forcément, moi, c'est des questions de philosophe, je pars de mon point de vue, ça me pose problème sur qu'est-ce qu'il veut dire, enfin, que ce soit Vollmann ou Filiou, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de travail, quand ils parlent de jeu? Moi, je ne suis pas sûr justement que ce soit vraiment du jeu. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas du travail. C'est sûr qu'on n'est pas sûr.
Je voulais juste savoir ce que vous entendiez par le terme de faiseur dans l'art contemporain. Disons que je pense qu'il y a des stratégies. On peut très bien avoir comme stratégie de réussir, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans l'art contemporain? Alors, par exemple, là, moi, à ce moment, je m'amuse beaucoup. Un des trucs qui m'intéresse beaucoup là en ce moment, c'est l'espèce de polémique qu'il y a entre Druet, Cattelan et je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi l'affaire Druet-Cattelan, non, et Perrotin. En fait, donc c'est Druet qui est donc l'artiste qui a réalisé avec ses petites mains le pape de Mauricio Cattelan. Je ne sais pas si vous voyez tous cette sculpture de Cattelan, c'est le pape hyper réaliste en cire, magnifiquement exécuté, qui se prend une météorite sur la moitié du corps, donc qui est la moitié explosée. Il y a une autre pièce, c'est un petit Hitler enfant qui prie dans un coin. Enfin, il y a quelques pièces comme ça qui ont été fabriquées par Druet sous une commande. C'est une commande qui est passée par Perrotin et Cattelan. Et quand vous lisez les interviews de Perrotin et de Cattelan, quand ils sont au début, parce que tous les deux, en fait, Perrotin, ils viennent pas grand-chose et Cattelan, pareil. Eux, ce qu'ils avaient envie, c'était de réussir, avec des guillemets. Donc pour eux, réussir, ça veut dire aller très vite, être très vite dans les grands musées, avoir très vite beaucoup de pognon. Enfin voilà, pour eux, c'est ça la réussite. Donc pour moi, un faiseur, c'est ça. Cattelan, c'est un faiseur. Donc il fait tout, il le fait bien, hein, puisqu'il y est arrivé. Il a tout fait pour arriver à une espèce de position comme ça d'artiste majeur, avec des travaux qui ont été pensés par lui, exécutés par d'autres, etc., etc. Donc l'histoire du procès, on y reviendra en novembre, parce que de toute façon, ça se juge le 13 mai. Moi, je trouve ça super intéressant. La question est de savoir qui est l'artiste dans l'histoire. Est-ce que c'est Druet, est-ce que c'est Cattelan, ou est-ce que c'est les deux? Enfin, voilà. Moi, j'ai ma petite opinion, mais on en creusera plus tard. Mais en tout cas, voilà, pour moi, voilà, c'est ça un faiseur. C'est quelqu'un qui fait tout pour arriver. Et on comprend ce que ça veut dire. Dernière question avant qu'on conclue. Si c'est tout pour aujourd'hui, on peut faire un petit Takehisa Kosugi avant de partir? On peut le refaire. Avant que vous partiez, j'ajoute juste que exceptionnellement, il n'y aura pas de jeudi du MoCo Panacée la semaine prochaine. Et le prochain jeudi du MoCo sera la semaine suivante, le 19 mai, avec Marlène Moquet. Voilà, bonne soirée.